le monde adore Projet Dernière Chance. Que ce soit les critiques, les spectateurs, ça cartonne, ça pleure, ça veut adopter un caillou, ça crie au chef-d'œuvre. Et moi, je suis sorti de la salle et j'ai trouvé ça à chier. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi ça ne marche pas sur moi? Pourquoi eux sont touchés et moi, je reste complètement à côté? Parce que si autant de gens ressentent quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Une raison qui m'échappe. Alors du coup, j'ai fait ce que font les gens raisonnables dans ce genre de situation. Je suis allé revoir le film. Je viens de faire 3 heures de train, juste pour voir un film au ciné. Un film que j'ai déjà vu, et que j'ai pas aimé. Bon, allez. Mais je ne regrette rien, parce qu'au revisionnage, j'ai compris un truc. Un truc dont je suis sûr que vous êtes passé à côté. Projet Dernière Chance n'est pas du tout un film de science-fiction. Et je vous assure que ça fait toute la différence. Bon, je sais que dire qu'on n'aime pas un truc que tout le monde aime, ça peut passer pour une posture de cinéphile péteux, mais je vous jure que c'est pas une posture. Ce film, sur le papier, il était fait pour moi. Il y a Ryan Gosling, que j'aime énormément, Greg Fraser derrière la caméra, soit un des meilleurs directeurs photo en activité, un bon bouquin qui sert de base, et surtout, 2 super réals pour gérer tout ça. Phil Lord et Chris Miller, 2 personnes qui ont une obsession. Depuis des années, ils font toujours la même chose. Prendre un genre, le déconstruire de l'intérieur et lui redonner vie. Que ce soit 21 Jump Street avec le polar d'action, le Spider-Verse avec le cinéma d'animation, la grande aventure Lego avec le spot publicitaire. C'est même pour ça qu'ils se sont fait virer du film sur Han Solo. Ils étaient trop libres, trop incontrôlables. Alors quand ils s'attaquent à ce bouquin de Andy Weir, qui pour le coup est de la vraie hard SF, premier degré, avec des enjeux de fin du monde, j'étais curieux. Parce que là, pas question de se cacher derrière la parodie. Comment ils allaient pouvoir s'en sortir, eux qui ont toujours basé leur mise en scène sur la déconstruction des mythes? Et j'ai eu ma réponse dès la première scène. Évidemment, je vais un petit peu spoiler le film Projet Dernière Chance, donc si tu l'as pas vu, arrête cette vidéo, va le voir et reviens, et ce sera super. Ryan Gosling se réveille d'un sommeil cryogénique, seul dans l'espace, sans mémoire, sans savoir pourquoi il est là. Why do I know that? On devrait être comme lui, ressentir le poids de ce manque d'informations, d'être seul aussi loin de chez soi, sans réponse. Et lui, il fait des vannes. Ok. Je me suis dit, je vais attendre que ça passe, que le film se pose, que les enjeux arrivent et que le ton change. Mais ça n'arrive jamais. Chaque moment dramatique est immédiatement désamorcé par une blague. La relation avec l'extraterrestre Rocky, censé être le cœur émotionnel du film, il règle le problème de communication qui aurait pu être un vrai enjeu en 2 minutes et passe le reste du temps à se vanner. It's a joke. Oh, humor. Confusing. Le sort du monde est entre les mains de ce type et on ne croit jamais à un danger la moindre seconde. Il y a aussi cette structure bizarre en flashback qui ne joue presque pas avec le fait que le personnage a perdu la mémoire. Je veux dire, ça aurait pu être un dispositif hyper intéressant. Que vraiment chaque flashback réponde à l'immédiateté de sa situation et lui permette d'avancer et d'évoluer. Bref, on a un dispositif narratif fascinant qui ici est utilisé comme un simple outil de rythme. Le film me met à distance, comme s'il refusait que je m'y investisse vraiment, comme s'il avait peur de ses propres émotions. Alors après être sorti de la salle, j'ai fait ce que tout le monde fait aujourd'hui. Je suis allé sur internet et j'ai lu les retours, Letterboxd, Allociné, Twitter, et c'est unanime en fait. Des gens touchés, des gens qui ont ri, des gens qui ont pleuré pour cette relation entre un homme et un caillou, des gens qui disent même avoir retrouvé foi en l'humanité. Et moi je lis ça, et je ne comprends pas. Je travaille dans un cinéma de temps en temps, et le film venait de sortir, donc ce jour-là, il passait dans plusieurs salles, à plusieurs horaires différentes. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un tour. J'ai fait une salle, puis une autre, puis encore une autre. Alors pas pour revoir le film, mais pour observer, juste quelques minutes. Et à chaque fois, je voyais la même chose. Des gens qui riaient, des gens qui pleuraient, bref, des gens complètement immergés dans le film. Et moi, j'étais là, dans le noir, au fond de la salle, à regarder des gens ressentir quelque chose que je n'arrivais pas à ressentir pour ce film. Et je vous jure, c'est vraiment pas agréable comme sentiment. Si tout le monde ressent quelque chose et pas moi, ça signifie que le problème est peut-être moi. Du coup, je suis dans une position très bizarre là, à penser tous les jours à un film que j'ai pas aimé. Alors je prends une décision. Il faut que je revoie ce film. Mais cette fois, du coup, le revoir sans attente, sans peur d'être déçu. J'ai déjà eu la déception. Maintenant, je veux juste comprendre. Et pour ça, je me dis, autant en profiter pour voir le film dans des conditions optimales, les conditions exactes pour lesquelles il a été conçu. Parce que oui, le film a été tourné en partie en vrai IMAX, au format 1.43, avec une image pensée pour être vue sur un écran gigantesque. Du coup, la salle la plus proche de chez moi qui propose ce format, elle est à Bruxelles. Qu'est-ce que ça dit, moi, en fait, cette situation-là? Et lundi,
dépenser de la thune pour aller en Belgique, pour voir un film que j'ai pas aimé. Je sais pas trop ce que ça peut bien dire sur moi. Hormis le fait que je suis un énorme sommeur. Et ben voilà, ça y est, je sors de la deuxième séance. Imparfait, hein. Plein de trucs qui me dérangent. Mais c'était quand même bien mieux. Maintenant faut que je me cache et me chie mon train sinon. Je crois que j'ai enfin compris ce que le film racontait vraiment. Parce que Projet Dernière Chance n'est pas un film de science-fiction. Ou alors il l'est seulement en apparence. Exactement comme 21 Jump Street n'est pas un polar. Exactement comme La Grande Aventure Lego n'est pas un spot publicitaire. Ces films ont tous quelque chose en commun. Quelque chose que Phil Lord et Chris Miller glissent partout. Dans chacun de leurs projets. Souvent sans que même personne ne le verbalise vraiment. Chacun de leurs films sont des comédies romantiques. Et putain, je t'adore. 21 Jump Street, c'est une bromance entre deux flics qui apprennent à s'aimer. La Grande Aventure Lego, une histoire d'amour entre un père et son enfant. Et Projet Dernière Chance, une histoire d'amour entre un humain et son alien caillou. Le film reproduit le schéma de ce type de comédie romantique. Ils se rencontrent, font connaissance, s'engueulent, acceptent finalement qu'ils sont faits l'un pour l'autre et finissent par vivre ensemble et se foutent sur la tronche pour des broutilles tout en s'occupant des gosses. Le personnage de Ryan Gosling dans le film est un scientifique solitaire qui cherche à prouver que la vie peut exister sans eau. Il est seul contre tous, mène une vie terne, un peu isolée, mais va finir par se lier d'amitié et réapprendre à ressentir, à aimer, grâce à un alien fait entièrement de pierre, et donc dépourvu d'eau. Et je pense que c'est ça qui a touché les gens. Cette relation mignonne et rigolote entre ces deux personnages que tout semble opposer, mais qui vont s'avérer plus humains que n'importe qui. Ils apprennent à se connaître doucement, se font des petits câlins, se regardent dormir, vivent 24 heures sur 24 ensemble, et surtout vont chacun à la fin du récit se sacrifier pour l'autre et retrouver leur part d'humanité. Alors non, Lord et Miller n'ont pas fait un film sur la fin du monde. Ils ont fait un film sur ce que ça fait de rencontrer quelqu'un qui te redonne envie d'être là, au présent. Et ça, j'ai pas su le voir la première fois. Alors sûrement parce que je suis un connard de cinéphile qui va voir des films avec des attentes et des idées préconçues, là où le grand public va prendre ce qu'on lui donne, instinctivement, sans attente réelle et pleinement réussir à s'immerger. Et je pense que c'est le plus dur quand on est passionné par quelque chose. Ne pas tomber dans la suranalyse constante des choses pour se sentir supérieur. Réussir à garder une distance et se rappeler surtout de pourquoi on aime regarder des films à la base. Et ce, pour éviter de devenir de vieux aigris qui se braquent au moindre changement. Bon, par contre, après, c'est pas pour autant que le film est un chef-d'œuvre, hein. Finalement, le personnage de Rocky se comporte surtout comme un Golden Retriever un peu éduqué que comme un véritable personnage intéressant. I like Earth. Mais bon, j'imagine qu'il fallait au moins ça pour réussir à humaniser un personnage qui n'a pas de visage. Parce que c'est un caillou, bon sang. Il y a de vraies grosses longueurs dans le film, et personnellement, malheureusement, malgré tout ça, il m'a pas vraiment touché. Mais au moins maintenant, j'arrive à reconnaître ses qualités. Et surtout, il m'a donné envie de sortir ma caméra et de prendre à peu près 10 minutes pour vous en parler. Et ça, ça fait longtemps qu'un blockbuster américain n'avait pas réussi à le faire. Surtout parce que Hollywood, c'est que des gros menteurs en fait, hein. Ils passent leur temps à se mentir, hein. Et tu sais, le film que tu crois être le plus gros succès de tous les temps là, eh ben c'est pas du tout le bon film en fait, hein. Et j'en parle ici, dans cette vidéo, de cette grosse mascarade qu'est le box-office mondial. Et crois-moi, tu risques d'être surpris par le véritable numéro 1. Sur ce, je te dis à bientôt. Allez, ciao!